Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier VitaCrea qu'on a appelé Intelligence artificielle et petit business, comment l'utiliser sans y passer ses nuits. Alors vous êtes encore nombreux à nous suivre depuis ce matin. On a notamment parlé sur l'atelier précédent d'entrepreneuriat au féminin, différents freins spécifiques, mais aussi toutes les forces à amplifier grâce aux différents réseaux et à l'accompagnement. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, bienvenue. Un petit rappel, VitaCrea, c'est une semaine entièrement dédiée aux créateurs, aux repreneurs en Bourgogne-Franche-Comté. Vous y trouvez des ateliers pratiques, des témoignages, des conseils d'experts. Et toujours le même objectif qu'on s'est fixé, vous donner un maximum de clés concrètes pour avancer. Alors je vous rappelle, vous pouvez utiliser bien sûr le chat, vous avez un conseiller en création d'entreprise qui est présent pour répondre à toutes vos questions en direct, donc vous pouvez poser vos questions, commenter, n'hésitez pas à utiliser aussi cet outil. Alors pourquoi on vous parle d'intelligence artificielle aujourd'hui? Parce que depuis un petit moment vous en entendez beaucoup parler, et pour beaucoup d'entrepreneurs, on le voit, l'IA ça ressemble à un outil qui peut être magique mais des fois assez intimidant. Donc l'idée de cet atelier, il est assez simple, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand informaticien pour en tirer parti, parce que l'IA peut vous aider à gagner du temps, à structurer vos idées, à automatiser des tâches répétitives et même améliorer peut-être votre communication. Bref, on va essayer de le voir comme un outil qui peut devenir un allié de votre quotidien, à condition certainement de bien l'utiliser, ce qu'on va voir, sans y passer trop de temps. Donc pour en parler, on a réuni différents profils variés, des experts, des praticiens pour croiser leurs regards, et ils vont se présenter tout de suite et je vais commencer avec Yvan. Bonjour Yvan et bienvenue. Bonjour Nicolas, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je m'appelle Yvan Jdukovic, je suis enseignant-chercheur à Burgundy School of Business, passionné de nouvelles technologies depuis toujours, dans le bain de l'IA depuis le début, depuis vraiment 2023, les tout débuts GPT-3, puis ensuite 3.5, parmi les premiers, je pense, à l'utiliser. J'ai beaucoup suivi l'actualité, je continue à beaucoup me renseigner dessus, j'enseigne et je forme l'usage de l'IA auprès des étudiants et des autres enseignants-chercheurs de Burgundy School of Business. Et on peut en voir toutes les applications qui peuvent être faites au quotidien dans les PME. Merci beaucoup Yvan et merci d'être présent. Je me tourne de l'autre côté du plateau et on accueille Romain. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour Nicolas. Merci pour l'invitation. Donc oui, je suis chargé de développement économique à la Chambre des métiers de l'artisanat et l'utilisation de l'IA que je fais énormément, c'est pour les porteurs de projets, les jeunes chefs d'entreprise et comment utiliser l'IA dans leur communication, réflexion sur également des outils financiers. On peut aller jusque-là. Donc voilà, l'IA permet toute une panel, on va dire, d'utilisation de services quand on veut se lancer ou même quand on est déjà lancé en activité. Merci Romain, merci d'être là. Et puis ton voisin, Mathieu. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc Mathieu Bach, moi je suis responsable d'affaires Humanité et Intelligence Artificielle chez Science, qui est la société commerciale de l'Université Bourgogne-Europe et de l'Institut Agro-Dijon. Donc moi, le rapport que j'ai avec l'IA, c'est je l'utilise pour vendre et je vends de l'IA. Voilà. Merci. Puis tu es un expert du sujet, donc on va beaucoup s'appuyer sur toi, sur vous trois d'ailleurs, pour parler de ce sujet ce matin. Merci beaucoup Mathieu. Je reste un peu avec toi. J'aime bien quand qu'on commence les ateliers par bien redonner un peu le périmètre de ce dont on va parler pendant les 3 quarts d'heure. Qu'est-ce qu'on met finalement derrière intelligence artificielle? Parce que ça peut tout et rien dire. Exactement, ça veut tout et rien dire. Donc intelligence artificielle, déjà on peut raisonner sur le fait que intelligence c'est pas forcément le bon mot, puisque déjà c'est une traduction de l'anglais intelligence qui veut dire information. Donc si on repart de l'idée que c'est une information intelligente, une information en tout cas qui va nous permettre de travailler de manière plus intelligente, on peut le voir comme ça. On en vient à dire que l'IA c'est un outil, et c'est un outil qui va nous permettre de faire différents travaux, on va dire, en utilisant une logique qui est mathématique. L'informatique, c'est mathématique. Donc on repart de cette notion de base qui est mathématique et on vient travailler à partir de statistiques et de probabilités. Donc tout ça pour dire que l'IA n'est pas magique. Déjà, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a pas une IA, mais des technologies à base de solutions exploitant de l'intelligence artificielle.
Et donc voilà, on va se servir de la logique mathématique pour prédire soit le mot suivant, ça c'est ce qu'on imagine avec ChatGPT, le mot suivant, la phrase suivante, le paragraphe suivant, etc. Soit pour sortir des statistiques et prendre par exemple des décisions éclairées par rapport à un contexte économique. Ça peut être ce genre de choses. Ou alors quelque chose qui est totalement décalé par rapport à l'usage courant qu'on peut voir dans les médias, la prédiction automatique du comportement d'un bâtiment ou d'une machine en temps réel. Voilà. Merci Mathieu. Je me tourne vers toi Yvan, tu disais que tu suis l'IA depuis très longtemps, tu l'enseignes aussi. Est-ce que tu veux compléter ce que disait Mathieu sur ce périmètre? Il a déjà donné une bonne définition. Après, effectivement, compléter, je sais pas, mais les IA existent depuis plusieurs dizaines d'années, en réalité. Donc, depuis les années 70, les premières IA sont apparues. Ça a été très, très, très médiatisé au moment où Henri Kasparov a perdu face à une IA. Aux échecs. Meilleur joueur d'échecs au monde, qui perd face à une IA. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on continue à jouer aux échecs. Ça, c'est intéressant de le souligner aussi. Après, les enjeux sont différents par rapport aux IA qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce pourquoi on est là, j'imagine tous, c'est par rapport aux IAG, les IA génératives, où effectivement, on est sur de la prédiction algorithmique, sur de la statistique. Et quand c'est très largement vulgarisé, c'est les claviers un petit peu intelligents qu'on peut avoir sur les smartphones, avec des puissances absolument phénoménales derrière. On a des centres de calcul qui sont gigantesques, qui permettent d'avoir des prédictions statistiques sur le prochain mot de façon extrêmement importante, au point où on en arrive à simuler une intelligence humaine ou quasi humaine sur beaucoup de paramètres aujourd'hui. Je vous entendais parler de ChatGPT, c'est vrai que c'est l'IA qui revient le plus régulièrement dans les médias. Peut-être que on ne vende pas que ChatGPT, est-ce que tu peux nous donner peut-être d'autres modèles qui existent et d'autres IA, comme ça on se fait un panorama un peu complet tout de suite? Oui, bien sûr. Alors ChatGPT, on en parle le plus parce qu'on appelle les first movers. C'est le premier qui a fait la plus grande évolution et c'est celui qui a pris l'aspect médiatique qui a été le plus médiatisé parce que ça a été le premier à vraiment dégager le pouvoir de calcul et les résultats les plus impressionnants. Aujourd'hui, en France, on a Mistralia qui est une IA qui est extrêmement efficace également, qui respecte la RGPD, qui respecte la confidentialité des données, qui est extrêmement efficace pour l'immense majorité des tâches qu'on peut attendre d'une IA. On a plein d'autres IA alternatives. Les plus connus, ça va être Grok, qui sont issus des travaux menés par X, Elon Musk, qui a une approche différente, beaucoup plus sur pas ou très peu de censure vis-à-vis des réponses de l'IA. On va avoir DeepSeek, qui est l'IA qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a l'approche des capacités proches de ChatGPT avec des coûts d'entraînement beaucoup plus faibles, qui sont les gros modèles d'IA. Mais après, on en a des dizaines. On a Claude, on a Gemini. Voilà, on a vraiment un grand panel d'IA. On vulgarise beaucoup en parlant de ChatGPT parce qu'effectivement, c'était le premier très grand public et celui dont qu'on utilise aujourd'hui le plus, effectivement. Bon, on y reviendra sur les différents modèles pour vous aider peut-être à faire un choix, parce qu'effectivement, Yvan en citait beaucoup, j'en découvre. Comment vous pouvez vous repérer dans ces différents modèles. Alors Romain, je me tourne vers toi. Maintenant, toi, tu accompagnes au quotidien des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont dans cette phase de création ou de reprise. J'aimerais que tu nous fasses une petite photographie de ce que tu vois. Quelle est la vision de l'IA des entrepreneurs que tu croises? Alors que ce soit les porteurs de projets ou les entrepreneurs déjà installés, souvent il y a une non-utilisation ou une méconnaissance de l'IA en tant qu'outil. Je leur explique que l'IA est vraiment un outil simple à utiliser dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des demandes simples sur leur projet de création d'entreprise, lorsque je les accompagne justement sur une réflexion de communication. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA? Alors, ChatGPT, souvent, puisque comme Yvan le disait, c'est un outil précurseur. C'est un peu le premier à être arrivé et qui a été médiatisé. Mais c'est comment lui poser une question simple pour avoir une réponse rapide et mettre en place cette réponse rapidement dans son projet d'entreprise. Donc voilà, l'idée c'est que, moi j'interviens aussi pour les rassurer sur l'outil, leur dire on a eu l'arrivée du Minitel, on a eu l'arrivée d'Internet, aujourd'hui on a l'arrivée de l'IA. C'est comment utiliser cet outil qui est gratuit à des fins professionnelles et d'entreprise. Et quels freins, du coup, remontent? Tu parlais de méconnaissance, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a de la peur? Comment tu vois ça? Il y a une certaine peur parce que les gens ont souvent peur de dire oui, mais l'IA va récupérer toutes mes données personnelles. Alors,
en fait, l'IA va récupérer les données qu'on lui donne. On n'est pas forcément obligé de lui donner toutes ces informations les plus intimes. L'idée, c'est peut-être déjà lorsqu'on travaille sur un projet, c'est d'aller faire une cartographie finalement de l'activité à travers une étude de marché que l'IA va pouvoir créer en fonction des données qu'on va donner. Je donne un exemple. J'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure à Dijon, dans tel quartier. Je vais lui expliquer. Je vais ouvrir un salon. Je suis seul. Je cherche un local. Et je vais lui poser la question, quel est le chiffre d'affaires que je vais pouvoir réaliser, quelles vont être à peu près les charges annuelles, les charges fixes, les charges variables. Et ça, l'IA va pouvoir me répondre. Et aujourd'hui, l'IA ChatGPT 5 aujourd'hui va même citer les sources, donc qui est une preuve également pour dire, bah non, l'IA n'invente pas, et va aller chercher l'information sur des données, sur des sites internet. Je vais m'adresser du coup à Mathieu puis après Yvan. Est-ce qu'on fait confiance à ce que me dit la ChatGPT est cité? Est-ce que je fais confiance à ChatGPT et je copie-colle ce qu'on vient de me donner? Oh, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. De la même manière qu'on croirait pas non plus quelqu'un qu'on croiserait dans la rue et si on lui demande combien de chiffre d'affaires il faut faire pour un salon de coiffure à Dijon. Bon, on peut faire confiance, ça pourrait fonctionner. Moi, je pense que c'est pas très sage de faire ça, tout simplement parce que effectivement, on peut identifier les sources qui ont été exploitées pour avoir ces informations-là. Mais si on fait pas le travail d'aller regarder dans les sources quel passage a été repris et quelles sont ces sources, eh ben on n'est pas sûr d'avoir une information de qualité. Et on peut aussi faire la même requête mais en changeant un petit peu les mots ou l'ordre des mots ou des phrases, et on se rendra compte que la réponse sera un petit peu différente et que les sources seront peut-être pas les mêmes. Donc il faut aussi de temps en temps manier en fait l'outil, parce que ça reste un outil, manier l'outil de manière intelligente comme on le ferait avec n'importe quel autre outil de la vie courante ou professionnelle. Donc on reste critique par rapport au retour de l'IA, c'est ton conseil, surtout sur un projet entrepreneurial où il y a quand même un peu d'impact derrière. Donc toi, si je reprends, tu conseilles de reprendre les sources que cite ChatGPT, on l'a recité. Oui. Et éventuellement d'aller comparer avec d'autres IA, que ce soit Claude ou autre, peu importe, et de faire aussi sa propre recherche, une bonne recherche à Internet sur Google ou Bing ou autre. Ça peut fonctionner aussi, ne serait-ce que pour s'assurer que dans le cadre de l'étude de marché, peut-être qu'il y a déjà une étude de marché qui existe toute prête et qu'il suffit simplement de la lire pour avoir les informations. Donc voilà, à utiliser comme un outil finalement. Merci Mathieu, je m'adresse à toi Yvan. Est-ce que tu veux compléter sur ce qui a été dit? Voilà, ce fait de faire attention, d'être un peu critique sur ce que va nous sortir l'IA. Oui, tout à fait. Faut bien effectivement le considérer comme un outil. C'est le terme le plus approprié. Effectivement, on pourrait presque aller plus loin, le considérer comme un assistant personnel. Aujourd'hui, sur GPT-5, on en est quasiment là. On peut, à toutes les étapes de la création d'une entreprise, vraiment du début, de la réflexion, jusqu'à la fin, jusqu'à l'usage au quotidien, lui poser des questions. Il peut nous faciliter la vie sur énormément de sujets, comptable, finance, market. Il va être pertinent sur beaucoup d'aspects. Le problème, c'est que c'est un assistant qui sait pas dire qu'il sait pas. Il ne sait pas dire qu'il ne sait pas. Il va souvent forcer une réponse, même si c'est pas nécessairement la bonne. Et c'est où ça devient absolument fondamental d'aller checker les informations, d'aller checker les sources, parce que effectivement, il va faire une réponse qui est pas toujours celle qu'on voudrait, mais qui va correspondre à peu près à ce qu'on aimerait. Et il va aller chercher des sources, il va adapter ces sources-là pour correspondre à ce qu'on attend de lui. Et le problème, ça va être là. C'est-à-dire qu'en fait, il va chercher à conforter ce qu'on attend de lui. Et on peut lui proposer quasiment n'importe quel business model, n'importe quelle idée d'entreprise. Il va vous dire, ouais, c'est une bonne idée. Parce que effectivement, il est encouragé, il est configuré pour être quelque chose qui va être sympathique, avenant, et qui ose pas trop dire quand c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, faut pas hésiter effectivement à revenir sur les sources, à aller comparer les chiffres, et garder en tête qu'il est nécessairement bienveillant, et je dirais même trop bienveillant. Okay. Donc une bonne idée façon ChatGPT, c'est pas nécessairement une bonne idée dans la vraie vie, et ça c'est important à garder en tête. Tout à l'heure, Mathieu évoquait le fait que en fonction de ce que je vais écrire à mon IA, il va pas forcément avoir la même réponse. Du coup, est-ce que je lui demande d'être un peu vache avec moi quand je lui pose des questions? Tu disais qu'il était très bienveillant. Et plus globalement, comment on écrit à une IA? Qu'est-ce qu'on lui dit? De façon générale, à l'époque de GPT-3, GPT-3.5, il y a 2 ans et demi, ce qui au final est très peu de temps à l'échelle d'une vie ou d'une carrière ou d'une entreprise. Il y avait des procédures assez strictes. Fallait le mettre répond comme telle personne, et puis voilà les consignes, et puis voilà ce qu'il faut éviter.
Aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont tellement entraînés que le premier conseil que je pourrais donner, c'est allez-y. Vraiment, aujourd'hui, c'est des langages qui sont extrêmement, c'est des IA qui sont extrêmement entraînés sur ce qu'on appelle du langage naturel. Qu'aujourd'hui, on peut lui demander n'importe quoi de façon très spontanée, très familière. Il comprendra ce qu'on attend de lui. Et typiquement, pour une entreprise, ou si vous avez un projet en tête, si vous cherchez des conseils, écrivez-les naturellement comme vous demanderez à n'importe qui, ça va marcher. Vraiment. Après, si vous voulez aller chercher sur des requêtes qui sont beaucoup plus précises, des marchés plus particuliers, faire de la recherche approfondie où on va lui demander de raisonner, de réfléchir, sur les tout derniers modèles, il le fait beaucoup. Là, on a des structures qui vont être un petit peu plus précises. Effectivement, on lui demande de se cantonner à tel ou tel secteur. On lui donne ce qu'il doit faire, ce qu'il doit éviter, le format qu'on attend de lui, réponse sous la forme, je sais pas, d'un argumentaire, ou réponse sous la forme d'un texte qui pourrait être publié sur tel ou tel site internet, met des smileys, n'en met pas, garde un ton familier, et ensuite on lui donne le contexte, à la fin. On lui donne le contexte, et ensuite il va pouvoir créer sa réponse en fonction de ça. Sinon, effectivement, vraiment garder en tête que c'est le plus naturel. Par rapport à cet aspect où l'IA est presque trop bienveillante, généralement, ce que moi j'ai, on peut faire ce qu'on appelle des pré-prompts dans beaucoup d'IA. Dans les options, on peut aller ajouter des petites lignes en lui disant, quand tu réponds, fais-le de telle façon. Et typiquement, dans ces pré-prompts-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui demande, donne-moi le degré de certitude de ta réponse. Et typiquement, en lui demandant d'être extrêmement critique vis-à-vis de ce degré de certitude. Et typiquement, si on lui demande la taille de la tour Eiffel, il va vous répondre. Il va vous dire certitude absolue, parce que c'est connu. Si on lui demande la météo dans une semaine, il va vous dire, il va aller checker les météo France, hop, et il va vous donner certitude élevée. Si on lui demande qui va gagner les prochaines élections américaines, il va vous dire certitude faible ou carrément je ne peux pas avoir de vraie réponse à cette question. Donc je reprends pré-prompt. Donc prompt, c'est l'écriture, c'est ça, du texte dans l'IA si vous aviez pas la référence. Merci Yvan. Je m'adresse à toi maintenant, Romain. Tu nous as donné quelques exemples tout à l'heure. Tu as parlé communication, études de marché, etc. Est-ce que pour les gens qui nous regardent de façon pratico-pratique, dans un projet de création, sur quoi je peux m'adresser à l'IA, sur quoi je peux vraiment gagner du temps, peut-être nous prendre un exemple ou un sujet précis, puis nous dire comment tu fonctionnes avec les porteurs que tu accompagnes. Sur un projet de création d'entreprise, comme l'a dit Yvan, c'est utiliser l'IA comme une communication avec quelqu'un. Et plus on va échanger avec l'IA, plus on va aller récupérer des informations que l'on souhaite, les plus précises possibles. La première chose que je demande à mes porteurs de projet ou que je leur propose, c'est vraiment, posez-vous la question, est-ce que le projet dans lequel vous vous lancez est un projet porteur? Posez peut-être la question à l'IA, si c'est un projet entrepreneurial avec un marché économique positif ou c'est plutôt un marché qui se rétracte, ça peut être des questions comme ceci. Ça peut être se poser juste la question, combien me coûte la création de mon entreprise si demain je me lance avec un local commercial? Parce que les gens qui souhaitent se lancer, donc la première notion qui peut leur faire peur, c'est les frais engagés dans la création d'une entreprise. Ces gens-là, souvent les porteurs de projet ne savent pas combien ça coûte de monter une entreprise. Donc, ça peut être cette simple question de dire, je veux monter un salon de coiffure, je vais reprendre l'exemple, combien ça va me coûter? C'est très intéressant de rajouter cette idée de certitude de l'IA parce que c'est vrai que ça peut beaucoup évoluer aussi entre une micro-entreprise, une société en personne morale, une URL, SARL. Mais voilà, déjà poser la question comment me lancer, combien ça coûte. C'est très simple. Et l'idée de l'IA, c'est vraiment d'échanger, comme si on était avec une personne en face de nous, et en fonction des réponses que l'IA va nous donner, de dire tu m'as dit ça, donc ok, tu m'as dit que ça allait me coûter tant. Comment financer? Qui allait voir ce genre de choses? Donc j'ouvre une discussion en fait. J'ouvre une discussion hyper naturelle. En fait, l'IA, on peut l'utiliser, je trouve, de deux manières. C'est soit on est à l'aise avec l'IA et on fait un prompt le plus précis possible. On peut même proposer à l'IA de dire pose-moi des questions pour que tu puisses me répondre de la façon la plus précise possible. Donc c'est quand on est à l'aise avec l'IA pour le coup. Si on n'est pas à l'aise, poser une question simple et en fonction des réponses de l'IA, préciser vraiment en méthode de l'entonnoir avec des questions les plus larges possibles et aller sur des questions les plus précises à la fin. Voilà. Merci. Mathieu, je reviens vers toi. Toi, si tu avais à conseiller, un ami qui a envie de se lancer,
tu lui dirais, tiens, bah, pourquoi tu utiliserais pas, on va arrêter de citer ChatGPT, je vais parler d'IA tout court, utilise l'IA pour faire ça. Qu'est-ce que tu dirais spontanément à quelqu'un qui se lance? Mais je pense que c'est une bonne idée d'y aller un peu en mode conversation pour réfléchir finalement au format d'entreprise, effectivement là où on veut aller, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ce qui finalement reviendrait un petit peu à avoir une discussion dans un bar ou autre avec un ami, sauf que là effectivement on le fait via une interface web et puis on prend le temps d'y réfléchir. Et ça peut être assez intéressant justement d'avoir ce temps de réflexion, plutôt que d'avoir une conversation comme on a là où c'est du tac au tac. ChatGPT ou autre nous permet d'avoir ce temps voilà de préparation, de réflexion et d'orienter aussi les questions en fonction de à l'instant T. Si j'ai un souci dans ma réflexion, ben je peux interroger cette IA. La seule peut-être précaution qu'il faudrait simplement prendre, c'est de se dire, mais ça émerge en fait de nos discussions, c'est que l'IA est très performante parce que beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de gens posent des questions et elle répond tout le temps. Et donc du coup, il faut se poser la question, est-ce que l'IA m'a répondu comme ça, mais est-ce qu'elle a répondu la même chose ou relativement la même chose au voisin d'en face et à celui au bout de la rue? Auquel cas, si on est, et je reprends l'exemple volontiers du coiffeur, si on est 4 à vouloir lancer dans telle rue un salon de coiffure, bah, ça va coincer à un moment donné. Donc c'est encore une fois avoir cette réflexion, cette précaution, cette prudence de se dire l'IA c'est très bien, ça permet de phosphorer et vraiment d'avoir certainement de très bonnes idées, d'aller beaucoup plus vite du coup puisqu'on peut tester nos hypothèses en temps quasi réel, mais que si moi je peux le faire, le copain peut le faire et le voisin peut le faire aussi. Et donc du coup voilà, je pense aussi dans les pré-prompts, comme tu disais Yvan, lui demander d'être créatif dans la limite de ce qu'il est capable de faire. Voilà, le côté créativité dans l'entrepreneuriat, c'est un des fondamentaux, donc ça lui rappeler. Je reste avec toi, Mathieu. Je reviens sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure et je pense qu'il est important à creuser sur la protection des données. Oui. Parce que du coup, on donne effectivement des choses sur son projet. Quand on est entrepreneur, c'est toujours un peu difficile de partager ce qu'on a envie de faire, son idée, les travaux déjà réalisés. Du coup, quand je mets des documents à moi, des idées, etc., est-ce qu'il y a un risque pour qu'on les retrouve quelque part? Il y a un risque comme dès qu'on prend son téléphone ou qu'on allume son ordinateur. Le risque, il est présent. Est-ce qu'il est majeur? Ça va dépendre de chaque cas finalement et de l'utilisation qu'on en fait. Bien sûr, si je vais prendre un cas très précis, si je veux lancer une entreprise dans le secteur du nucléaire sur une niche très très fermée où je suis peut-être le seul en France ou en Europe à avoir une telle entreprise, c'est sûr que tous les documents, toutes les informations que je vais mettre vont être sensibles puisque si demain le voisin dit je veux faire la même entreprise dans tel secteur et qu'il y a très peu de données, certainement mes données vont servir à créer la réponse. Donc là, il y a un souci. Là où c'est une conviction personnelle, là où je suis un petit peu plus prudent, c'est de se dire si je veux ouvrir un salon de coiffure, des salons de coiffure, il y en a pléthore dans toute la France, dans toute l'Europe, sur toute la planète. Si je mets pas d'informations ultra personnelles et quand bien même j'en mettrai, le risque est ultra limité que ces données finissent par être un problème pour moi. Mais en tout cas, il faut être vigilant dans le cadre de cas particuliers, puisque ce que tu disais, c'est que nos données, nos interrogations nourrissent l'intelligence artificielle qu'on utilise. C'est ça, exactement. Du coup, quand je me questionne, je suis pas sûr, je me dis il y a peut-être un risque. Vers qui je me tourne pour valider le fait que j'utilise ou pas une IA? Voilà, il faut se tourner vers des experts de la question juridique IA. Donc on a des experts à la Chambre des métiers et de l'artisanat. À la CCI, il y a aussi toute une cellule capable d'accompagner sur ces questions juridiques. Et puis quand le point est vraiment très très spécifique, il faut pas hésiter à se retourner vers un avocat spécialisé dans le droit du numérique, puisque effectivement il y a certaines questions sont très très spécifiques. Et seul un expert est capable d'accompagner, mais comme dans toute chose finalement. Merci Mathieu. Yvan, si tu veux compléter sur la protection des données, hésite pas. Et puis moi, j'aurai une autre question pour toi juste après. Ok.
Non, effectivement le fait d'aller voir des experts quand on est sur des choses qui sont sensibles, ça me semble absolument fondamental et faut pas l'oublier. Quand on est sur des PME qui n'ont pas de risque stratégique majeur, effectivement, le coût d'aller chercher ces informations-là dans des immenses bases de données ou même aujourd'hui c'est assez obscur, même pour les experts du domaine, ça vaudra jamais le coup pour des personnes que ça pourrait intéresser. On a différentes options dans les modèles d'IA aujourd'hui qui permettent de désactiver l'enregistrement. C'est sur les options payantes. Parce qu'en fait, ces IA aujourd'hui justement se nourrissent des données des utilisateurs pour améliorer leur modèle, comme ça a été très bien dit. Quand on est sur des options payantes, on peut désactiver cette option-là. C'est-à-dire que par exemple, quand vous discutez avec, encore une fois, je suis désolé, mais ChatGPT ou même d'autres modèles, vous pouvez désactiver cette option-là. C'est-à-dire que toutes les réponses ou tous les échanges ne vont pas dans le pot commun de données et sont censés être conservés. Toutefois, même si les serveurs sont en Europe, pour répondre à tout ce qui est RGPD, le Patriot Act américain fait qu'on peut aller saisir des données même sur des serveurs américains. Du moment que c'est sous l'égide des États-Unis, on peut aller saisir des données sur les serveurs même européens. Donc ça, faut le garder en tête, notamment si vous êtes sur le secteur stratégique. Si on est sur quelque chose qui est moins stratégique, logiquement, il y a beaucoup moins de problèmes, effectivement. Merci, c'est important ce que vous dites, parce que sur les données, on voit souvent ChatGPT pour le reciter comme un peu magique. Faut quand même faire attention à ce qu'on y pose. Je vais te reposer la même question que j'ai posée à Mathieu tout à l'heure. Si toi t'avais un proche qui se lançait là dans l'entrepreneuriat, qui créait sa boîte, vous prenez un café ensemble et tu lui dis tiens, faudrait que tu utilises l'IA. Tu lui donnerais, si on se donne un cas concret, tu lui donnerais quel exemple ou sur quoi tu lui dirais d'aller? Clairement, toujours sur un langage assez naturel, comme on pourrait discuter avec un ami, comme on pourrait discuter avec n'importe qui. Voilà mon idée de projet. Et on la décrit. Voilà mon idée de projet. Je souhaite ouvrir telle entreprise dans tel secteur, dans telle ville. Plus vous donnez d'informations, plus il permet d'avoir une réponse qui est précise. On peut lui demander d'aller chercher des concurrents, des informations sur Internet, pour avoir une meilleure perception du secteur et du marché. Et ensuite, voilà mon idée. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, tout en gardant en tête qu'encore une fois, il va être extrêmement conciliant dans sa réponse. Quel est le marché concurrent? Et ensuite, propose-moi les étapes pour les 10 prochaines étapes que je dois suivre pour ne rien rater dans le lancement ou la création de mon entreprise. Et après, en vrai, comme on disait tout à l'heure, c'est un outil, c'est un assistant personnel qui à chacune de ces étapes peut vous aider. Que ce soit sur la création du business model, que ce soit sur la création du marketing, trouver un nom, trouver des diminutifs sur certains termes, créer un logo. Il y a encore quelques années, mais pas quelques années, enfin, il y a encore un an, les logos étaient assez approximatifs. Aujourd'hui, on commence à avoir des logos qui sont propres, avec de l'écriture qui est propre également. Donc, on peut même avoir des logos qui vont être spécialisés, là où avant on faisait appel à des professionnels. Si pour lancer sa petite entreprise, on peut tout à fait faire appel à une IA qui va permettre de dégrossir tout ce travail-là. Et ensuite après, on vérifie, comme c'est dit à chaque fois, on vérifie toutes ces sources-là, on vérifie toutes ces informations-là, et tout est propre. On suit la procédure. On va pas en parler là parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a aussi des IA spécialisées dans les images, les vidéos. C'est assez vaste aussi comme sujet. Merci Yvan. Même si on peut se dire quand même qu'un bon graphiste c'est aussi utile pour vérifier si le logo reste adapté. Mais merci pour l'info, vous l'aviez peut-être pas. Romain, j'ai envie de m'emparer de ce sujet de l'IA. Je suis entrepreneur, j'ai jamais trop fait. Qu'est-ce que tu conseillerais pour monter en compétence sur ce sujet? Il y a des experts autour de cette table, justement, sur l'IA. C'est peut-être rencontrer des experts de l'IA, se former. Il y a des formations aujourd'hui qui existent pour découvrir l'IA de la meilleure façon possible. D'ailleurs, des formations qui peuvent être prises en charge pour les chefs d'entreprise. Mais c'est comme tous les sujets. Quand on veut s'attribuer un sujet, il faut se renseigner. Découvrir, aller voir des vidéos sur YouTube, sur Internet, aller voir les chambres consulaires, des associations. Il faut tester, il faut essayer. Je pense que tous les chefs d'entreprise qui ont osé se lancer, ils ont essayé. Ils ont eu des échecs dans leur entreprise, ils ont eu des réussites. C'est la même chose avec l'IA. Testez, amusez-vous avec, c'est un superbe outil. Amusez-vous à titre personnel, demandez-lui de vous faire une recette, pourquoi pas, une liste de courses. Voyez comment ça marche et puis après posez-lui des questions peut-être sur votre entreprise. Moi ce que je fais aussi avec mes chefs d'entreprise, mais les porteurs de projets, c'est
Souvent également, les gens ne sont pas très à l'aise sur leur stratégie de communication, leur plan de communication sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est un peu abstrait, qui est un peu difficile à utiliser. Je leur dis, mais posez la question à l'IA. Demandez-lui un plan de communication sur un mois, sur Facebook et Instagram, et demandez-lui de rédiger à votre place le contenu. Et le ChatGPT va pouvoir vous rédiger un plan de com intégral. Il y aura juste peut-être à faire vous-même les photos ou alors peut-être même lui demander des images génératives, mais c'est extrêmement simple à mettre en place, à utiliser, lorsqu'on n'est pas sur du stratégique en tout cas. Et vous voyez ensuite tout de suite si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît pas, dites-lui. En fait, c'est là où l'avantage, c'est que ChatGPT ne se vexera jamais. Et au contraire, va dire, tu as raison, je vais modifier ma réponse. En fonction de également ce qui nous plaît et de nos sensibilités. Donc je garde, on teste et on s'amuse avec. Exactement. Et merci pour ce bon conseil. Donc amusez-vous avec. Mathieu, du coup, j'ai une remarque par rapport à ce que disait Romain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors je voudrais ta vision un peu plus à long terme, est-ce qu'il n'y a pas un risque au final qu'on communique tous pareil et on se dise tous la même chose? C'est exactement ce que j'allais dire en fait. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de l'IA, c'est que effectivement, comme c'est mathématique, on va venir utiliser statistiquement les mots, les phrases qui reviennent toujours, qui sont le plus souvent utilisés. Donc ça permet à la fois d'avoir une communication qui ressemble à ce que tous les autres font, et ça a un côté rassurant, y compris pour le non-expert qui veut faire un plan de communication qu'il ne sait pas faire, mais il aura un plan de communication qui ressemble à un plan de communication. Mais le travers, c'est qu'effectivement, à terme, on communique tous de la même manière, et on le voit déjà pour ceux qui utilisent LinkedIn. En fait, tous les posts LinkedIn maintenant sont absolument identiques, avec une accroche un peu générique à l'américaine, des smileys qui démarrent chaque paragraphe. Les fameux smileys fusées. Voilà, exactement. Je l'ai. Et puis une conclusion qui invite à passer à l'action. Et ça, encore une fois, c'est un style très américain. Qui dans notre culture française sonne un peu bizarre. Et c'est ça qui, notamment en communication, c'est là où il y a un vrai sujet, c'est quand ça sonne bizarre, là faut faire attention. Et tu conseillerais quoi? Est-ce que pour toi l'évolution de l'IA va faire que finalement ça va se gommer, cette standardisation, ou est-ce que dans ma rédaction de prompt, comme on l'évoquait tout à l'heure, du coup, je lui donne de l'information pour un peu plus le personnaliser? Comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il va y avoir deux trajectoires. Les outils type ChatGPT, le chat et autres, qui sont finalement très grand public, eux, on va pas pouvoir les améliorer. Ils ont déjà mangé toute la donnée qui existe sur Internet. Donc, bon, on va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Et donc, l'étape d'après, ça va être d'aller sur des IA très spécialisées, typiquement une IA chargée de com', qui va être capable certainement là de faire preuve d'une forme de créativité ou d'aller sur des raisonnements un petit peu différents. Mais moi je pense que mais dès maintenant en fait, on peut utiliser ChatGPT ou autre quand on a une requête, quand on ne sait pas faire, et on va s'en servir en connaissance de cause en se disant c'est mieux que rien et c'est mieux que ce que je serais capable de faire, mais c'est pas pro. Et en revanche, si on est déjà une PME et qu'on a entre guillemets un peu les moyens, je pense qu'un cabinet de com sera toujours meilleur qu'un outil grand public. Mais c'est encore une fois, je pense qu'il faut toujours ramener ça à d'autres situations de la vraie vie, sans faire de pub particulière. Mais une cuisine Ikea vaut ce qu'elle vaut. Si on veut quelque chose de sur mesure, on va chez un cuisiniste. C'est exactement pareil avec ChatGPT. On fera un petit peu, on fera bien. Si on veut faire très bien, on va voir un spécialisé, une IA spécialisée, on va voir un expert. En tout cas, pour revenir à ce que disait Romain, ça permet des premiers pas, d'aller un peu vite, c'est ça. On ne sait pas par quoi commencer ou qu'on n'a pas forcément de budget, c'est un très bon démarrage. Après, c'est là où je te rejoins, c'est que à un moment, il existe des humains, des experts dans plein de domaines, fiscalité, comptabilité, communication et marketing. Ces gens-là sont également une vraie plus-value de personnalisation par rapport à son image, en tout cas, totalement. Après, ça permet d'initier la réflexion avant effectivement d'aller voir un expert et au moins d'avoir un premier brouillon de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. D'ailleurs, ça peut être aussi intéressant d'utiliser, comme tu le disais très bien, l'IA pour savoir ce qu'on ne veut surtout pas. Je sais pas, j'aime pas du tout la couleur rouge dans mon logo. Je veux pas. Moi, typiquement, quand j'utilise ChatGPT pour faire des mails de prospection, je veux pas qu'il tutoie mes prospects. Dans mon marché, c'est pas acceptable. Et je veux pas qu'il commence par salut Nicolas, on se fait un déj ensemble. Non, ça n'irait pas.
Donc là, bon, je lui ai expliqué, et puis après, de toute façon, je reprends la main parce que c'est mon domaine, c'est là où je suis bon, et donc je suis capable après partant de ces propositions, de venir à quelque chose qui moi me convient bien. Mais ça t'a quand même fait gagner du temps, du coup, et tu l'ajustes Complètement. en fait en fonction de ce qu'on t'a donné, quoi. Et là-dessus, moi, j'ai gardé en tête que c'était très statistique, et donc j'ai voulu remettre finalement, je voulais avoir en fait une trame standard qui soit compréhensible par tout le monde. Et donc là, effectivement, c'est parfait parce qu'on est vraiment dans du standard, 3 briques, ça marche très bien, quoi. Merci. Yvan, je me tourne vers toi, du coup, cette idée de l'IA prend pas la place de l'humain, parce que c'est souvent ce qu'on entend dans les débats autour de l'intelligence artificielle, l'IA va nous remplacer, etc. Est-ce que c'est une vision que tu partages là, avec ce que disait Mathieu, sur le fait que, comment tu vois cette cohabitation finalement, expertise et IA? Effectivement, là, je suis absolument d'accord avec vous deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui reste assez impersonnel. Mais dans l'absolu, vaut mieux une campagne de communication un peu standardisé que pas de campagne de communication du tout. Donc ça va être un outil qui va permettre de dégrossir le travail, toujours. Personnellement, j'encourage mes collègues et mes étudiants à déjà rédiger eux-mêmes le texte et ensuite le faire relisser, ce qui permet d'avoir sa touche personnelle et d'avoir ensuite sur l'ensemble de ces que ce soit sur un site internet, que ce soit sur les paragraphes d'un site internet, que ce soit sur la présentation, que ce soit sur du marketing, des mails à des prospects, on rédige soi-même. Ensuite, on demande à l'IA de voir s'il y a des choses qui vont pas. Donc ça va reprendre toute l'orthographe, s'il y a des problèmes de formulation, de compréhension, il va les retravailler, mais au moins on aura notre touche personnelle. Faire effectivement, comme ça a été très très bien dit, demander à une IA de rédiger un texte LinkedIn pour ensuite le copier-coller, c'est un peu long à lire. Oui, il faut mettre quand même un peu d'humain là-dedans. Ouais, tout à fait. Non, mais effectivement, le fait de mettre là, comme tu l'as très bien souligné sur les logos, et encore une fois, c'est quelque chose qui est très bien pour dégrossir. Ça vaudra jamais la touche personnelle. Et il y a des professionnels qui sont là pour ça. Aujourd'hui, les IA font très bien, mais ont des approches qui sont assez standardisées. Encore une fois, effectivement, très bien dit, basées sur la statistique, basées sur de l'inférentiel. Et de fait, on fait des choses qui ne dépareillent pas trop. C'est ce qu'on attend d'une IA, c'est qu'elle fasse une réponse qui ne dépareille pas trop avec ce qu'on attendrait dans ce contexte-là. Et le problème de quelque chose qui ne dépareille pas dans un milieu entrepreneurial, c'est quelque chose qui ressemble aux autres entreprises. Et une entreprise a besoin de se démarquer. Tout à fait. Pour vivre et pour dégager des parts de marché. Tout à fait. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'esprit critique de l'IA qui va a tendance à t'encourager et de trouver ça génial à chaque fois. Donc ce point de vigilance, je pense, à garder dans la réflexion. Peut-être très rapidement, on a évoqué le fait que c'était gratuit tout à l'heure. Je crois que c'est Romain qui le signifiait. Je peux l'utiliser gratuitement, l'IA. J'imagine qu'il y a peut-être des niveaux pour aller un peu plus loin. Et est-ce que c'est cher? De façon générale, par rapport à ce que ça peut apporter à une PME, c'est vraiment pas cher. En vrai, on est sur quelque chose de l'ordre d'une 20aine d'euros par mois sur les plus classiques, que ce soit Claude, que ce soit Mistral, que ce soit ChatGPT, que ce soit X. Sur de l'abonnement professionnel, on est sur une 20aine d'euros par mois. L'entrée, il y a une version gratuite, celle tout le monde peut y accéder, sans créer certaines n'ont même pas besoin de créer un compte, on peut y accéder, ça a déjà des modèles qui sont extrêmement performants, bien plus puissants d'ailleurs que les modèles qui étaient payants il y a ne serait-ce que 2 ans de ça. Donc tout le monde peut l'utiliser. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, toutes les interactions sont utilisées ensuite pour nourrir la base de données et les réflexions ultérieures de l'IA. Donc ça, c'est l'inconvénient. Par contre, avec un abonnement payant d'une 20aine d'euros à peu près, ça va dépendre des modèles, ça va dépendre des plateformes, on est sur quelque chose qui va permettre de personnaliser, d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, les pré-prompts, donc faire des requêtes qui sont, on peut de base lui dire je veux qu'à chaque fois tu me répondes comme ça. Donc par exemple, si on veut travailler pour dans le secteur de la coiffure, n'oublie pas que je suis coiffeur ou coiffeuse, j'habite dans tel ou tel secteur, et l'ensemble des requêtes de cette IA vont prendre en considération ces informations-là pour adapter ses réponses. Donc ça, c'est un outil qui est très 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 efficace. Ça le vaut pour tous, que ce soit les IA qui sont européennes ou que ce soit les IA qui sont américaines. Et après, effectivement, on a des modèles qui sont beaucoup plus chers. On est sur 200 euros par mois. À peu près, grosso modo, on est sur du 200 euros par mois pour avoir des limites d'usage qui sont plus élevées. Pour l'immense majorité des gens, voire des entreprises de type PME, ce sera pas nécessaire. Pour l'immense majorité, un abonnement à 20 euros, c'est tout à fait suffisant. Ça permet d'envoyer des photos à l'IA pour qu'elle les interprète, pour qu'elle les retouche. Ça permet de discuter avec elle en temps réel de façon excessivement surprenante, tellement c'est efficace.
Ça permet d'envoyer des fichiers qu'elle va pouvoir traiter. On peut lui envoyer, j'ai un client qui m'a envoyé un PDF de 70 pages. J'ai besoin que tu me le résumes en une page. Il va lire tout le PDF, il va vous faire un résumé qui va être extrêmement pertinent d'une page. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller consulter le PDF de 70 pages, bien entendu, mais tout du moins, ça permettra déjà de dégrossir et d'avoir une idée. Merci. Donc, si je retiens bien, en gros, l'investissement pour un entrepreneur, c'est soit la version gratuite, soit cette version d'abonnement payante à vingtaine d'euros. Donc, le coût est relativement limité. Un investissement peut-être intéressant quand on se lance. Je vois que le temps avance gentiment. Romain, et je vais vous poser la question à tous les trois. Est-ce que j'investis des compétences en IA ou est-ce que je laisse passer le train de l'intelligence artificielle? Est-ce que je me forme? Est-ce que je l'intègre complètement dans mon business? Quelle est ta vision? Ma vision personnelle, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu le train du Minitel, il y a eu le train d'Internet. À l'époque, on disait oui, ça y est, ça va remplacer les emplois, on va plus avoir de travail puisque tout se trouve sur Internet. Non, on travaille toujours. L'IA arrive, c'est pas pour autant que ça va forcément remplacer notre métier. Au contraire, utilisons l'IA pour travailler différemment, intelligemment, plus rapidement aussi des fois. C'est une autre façon de travailler, l'IA, mais c'est un outil que je trouve en tout cas très simple à utiliser, très fun aussi, vraiment, que ça soit à titre personnel ou professionnel. Il ne faut pas hésiter à discuter avec l'IA sur plein de sujets, en tout cas pour s'entraîner. Et puis, d'un point de vue dans l'entreprise, si on commence à intégrer justement avec des formules payantes l'IA dans son entreprise, ça peut être intéressant. Par contre, de peut-être suivre des formations un peu plus experts pour, on va dire, optimiser ces échanges avec l'IA. Oui, que l'investissement soit au top pour ça. aller un peu plus loin. Ta vision, toi, Mathieu, est-ce qu'on prend le train de l'IA? Est-ce que je le laisse un peu passer et du coup, soit mes salariés vont amener la compétence, soit peut-être que c'est un effet de mode? Comment tu vois ça? Moi, je pense que tout dépend de l'entreprise. C'est sûr que si on est coiffeur ou débardeur forestier, bon, c'est pas avec l'IA qu'on sera plus performant dans ce qu'on va délivrer. On va pas créer forcément plus de valeur avec l'IA. Donc une sensibilisation, oui, parce que je pense que, comme tu le dis, c'est intéressant. Ça va transformer très certainement nos sociétés et peut-être nos cultures dans les prochaines années, décennies. Donc sensibiliser, oui. Après, se former, je suis pas persuadé que ça soit très très pertinent. En revanche, si on est sur un secteur d'activité, on peut reprendre, je reprends volontiers l'exemple de la com. Si demain je lance mon agence de com, en plus d'être sensibilisé, je pense qu'il faut être formé effectivement aux différents types d'IA qu'on peut utiliser dans le secteur de la com, être capable de les connaître, de les choisir, de les expliquer éventuellement à mes futurs collaborateurs ou à mes collaborateurs. Et puis, on va dire de manière générale, être capable de voir si l'IA peut favoriser ma croissance, peut m'apporter plus de valeur dans la valeur que j'apporte à mes clients, ou si c'est en fait une perte de temps, et auquel cas, c'est comme tous les outils, on peut dans sa caisse à outils, soit on les prend, soit on les prend pas, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais je pense qu'il faut pas être pas avoir de religion sur cet aspect-là. C'est important ce que tu dis. Il y a pas deux écoles sans IA ou avec IA. Merci. Yvan, toi, ta vision? C'est comme effectivement, j'ai réussi le terme, c'est un outil, c'est un assistant. Ça pourra être utilisé, ça pourra améliorer la vie dans quasiment tous les secteurs qui existent, certains plus que d'autres, comme ça a été très bien rappelé. Mais même au niveau individuel, c'est-à-dire que on peut lui demander en temps réel de nous faire un trajet ou d'estimer la distance entre tel ou tel truc pour aller nous rendre chez un client, sans forcément passer par une autre application. On peut lui demander les horaires d'ouverture de tel ou tel entrepôt. C'est vraiment, il y a des applications à absolument tous les secteurs, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est sur Internet peut être impacté par l'usage de l'IA. Donc en fait, on peut aller chercher les informations en temps réel, on peut échanger avec elles. Et si c'est pas au niveau professionnel, même au niveau personnel, c'est quand même très confort au quotidien de savoir l'utiliser. Donc effectivement, se former un petit peu dessus, c'est toujours un plus, même si effectivement en fonction des métiers, certains y verront une beaucoup plus grande utilité que d'autres. Merci. Alors, l'atelier touche à sa fin. Je vais maintenant vous poser la question un peu rituelle qu'on pose sur ce plateau. Les personnes qui nous regardent se sont informées, mais maintenant on va essayer de leur proposer une action pour la semaine prochaine qu'ils pourraient mettre en place
à titre personnel ou pour leur future entreprise, moi j'aimerais que vous nous donniez un conseil assez personnel, que ce soit sur l'IA ou autre chose, que vous pourriez leur donner là pour les personnes qui nous regardent. Romain, je commence par toi. Moi, je dirais, allez sur une IA, amusez-vous, posez-lui des questions, testez, essayez sur un sujet qui vous fait plaisir. Planifiez vos vacances avec l'IA et voyez les réponses qu'il vous donne, si ça vous plaît, si vous avez envie de partir après. Merci. Mathieu, ton conseil? Donc, une fois que vous avez fait ce premier test, ce premier cas d'usage, et là je mets ma casquette référent commission transformation numérique pour le MEDEF Côte d'Or, et allez dans un événement, il y en a une multitude en ce moment, allez dans un événement IA, allez rencontrer des gens qui utilisent ou qui conseillent ou allez juste écouter, découvrez via l'humain ce que peut être l'IA. Oui, il y a beaucoup d'événements sur le territoire, je vous encourage à y aller. Il y a beaucoup de choses en ligne aussi qui se font pour découvrir l'IA. Merci beaucoup. Yvan, ton conseil, on va finir par toi. Ça a des usages pour beaucoup de choses et une fois qu'on a pris le pas, c'est vraiment au quotidien quelque chose qui est très confortable à utiliser. Eh ben merci à tous les trois pour vos partages concrets, accessibles. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet atelier avec nous. Ce que j'ai envie de retenir, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises, aux experts en technologie. C'est un outil qui peut vous aider à gagner du temps, à structurer votre projet, à simplifier certaines tâches, mais à condition de rester vigilant et de bien garder la main. Ça a été dit plusieurs fois. Donc on a envie de vous dire, commencez petit, ça a été dit, un usage simple, pas besoin de tout révolutionner. Vérifiez bien ce que l'IA va vous donner, elle vous aide, mais elle décide pas votre place, c'est vous les futurs chefs d'entreprise. Donc voyez l'IA comme un allié, pas comme une contrainte. Puis voilà, peut-être le premier pas concret que moi j'aurais envie de vous faire tester, c'est d'essayer l'IA cette semaine. Pourquoi pas, une tâche simple, rédiger un texte, un visuel, on en a parlé, faire un planning. Et ça a été très bien dit, je pense qu'il faut que vous essayiez tout simplement. La suite de VitaCrea arrive dans quelques minutes avec notre dernier atelier qui s'appelle Ne restez pas seul, bien s'entourer pour réussir son projet. Parce que après avoir parlé de ces différents outils qui peuvent vous aider, on va revenir à quelque chose quand même qui est très essentiel, c'est l'humain, l'accompagnement, le réseau. Donc on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.